professeur Smewi Hanen, chef service de microbiologie à l'hôpital d'enfants, pour une conférence intitulée L'antibiorésistance, les données actuelles. Je suppose que c'est un sujet très pertinent qui intéresse énormément les médecins de libre pratique et également l'hospitalo-universitaire, vu la recrudescence de l'automédication, les résistances actuelles. Merci. Bonjour tout le monde. Je commence par remercier les organisateurs de ce séminaire de m'avoir associé pour parler de l'antibiorésistance, qui est un sujet d'actualité et vraiment qui pose un véritable problème. Donc c'est toujours un plaisir pour moi d'être parmi vous les pédiatres, donc pour mes amis, pour voir avec vous donc les nouveautés du côté du laboratoire, tout ce qui est microbiologie et tout ce qui est infectieux. Pour avancer, je fais comment? Alors, l'antibiorésistance, comme vient de dire donc Madame le professeur, la modératrice, et vous le savez tous, c'est un problème de santé publique, c'est un problème mondial et qui concerne donc une insensibilité des bactéries aux antibiotiques qu'on utilise, à l'arsenal thérapeutique qu'on utilise dans les pathologies infectieuses. Donc la résistance, elle est bien présente avant l'apparition des antibiotiques et elle est due à deux types de mécanismes. Il y a la résistance intrinsèque naturelle qui existe chez toutes les espèces et les souches d'une même espèce ou bien d'un genre, et elle est définie par le génome de la bactérie. Cette résistance naturelle, elle permet de préciser le spectre d'antibiotiques. Donc on se base sur cette résistance naturelle en général pour l'antibiothérapie de probabilistes, bien sûr tout en s'aidant de l'épidémiologie locale. Et le deuxième type de résistance, c'est la résistance acquise, qui est due à une modification génétique au niveau du chromosome bactérien par acquisition de gènes de résistance par des éléments génétiques mobiles. Et c'est elle qui pose toute la problématique parce que c'est elle qui va être transmissible et donner donc une diffusion responsable donc, de l'augmentation des chiffres dans le monde. Alors, l'histoire de la résistance aux antibiotiques est liée étroitement à celle de l'utilisation de ces antibiotiques. Donc, au fur et à mesure, je cherche le pointeur, donc au fur et à mesure de l'apparition ou la découverte de molécules à activité antibiotique, donc tout de suite après, une ou plusieurs années après, donc il y aura l'apparition de résistance. Par exemple, en 1960, suite à la découverte de la méticilline, une année après, il y a eu la résistance, les premières souches de Staph aureus résistantes à la méticilline. Et ainsi de suite, donc à chaque fois qu'il y a une découverte d'une molécule, les bactéries vont s'adapter par le développement de mécanismes de résistance. Cette résistance, elle peut toucher un antibiotique, mais elle peut toucher aussi 2 ou plusieurs antibiotiques. Et on parle actuellement de bactéries multirésistantes avec une résistance à au moins un agent de 3 familles d'antibiotiques différents. On parle de bactéries hautement résistantes avec une résistance à tous les antibiotiques sauf 1 ou 2 molécules. Et on parle même de bactéries tautorésistantes. Et on voit parfois dans nos laboratoires, et vous voyez sur le compte rendu d'antibiogramme, tout est R sur l'antibiogramme, donc vous avez vraiment des difficultés à choisir quel antibiotique pour traiter votre patient. Alors l'acquisition, la persistance et la propagation de ces bactéries multirésistantes est due à plusieurs phénomènes, notamment à l'utilisation abusive et inappropriée des antibiotiques, ce qui vont exercer une pression de sélection sur les bactéries, et à partir d'un inoculum bactérien ou bien même dans la flore commensale, où on a quelques bactéries résistantes et la majorité des bactéries sensibles, en exerçant et après exposition aux antibiotiques, donc les bactéries résistantes vont se multiplier, elles vont devenir dominantes, et donc on voit que ces bactéries ont de remarquables capacités d'adaptation à leur environnement, notamment si on va donner des antibiotiques. La même chose, donc la prescription d'antibiotiques va entraîner un impact sur le microbiote, sur tout notre microbiote, notamment le microbiote intestinal, avec sélection de résistance.
Et tout ça, lorsqu'il est associé à un manque de bonnes pratiques et de contrôle des infections, notamment le manque d'hygiène des mains, va favoriser la transmission de ces bactéries entre les patients, du personnel soignant vers les patients, mais aussi vers notre environnement. Et donc ça contribue à la diffusion de ces bactéries multirésistantes. Alors, le poids de cette résistance est très important et l'Organisation mondiale de la santé en était vraiment consciente. Donc, elle a lancé un cri d'alerte pour dire que, attention, l'antibiorésistance a de graves conséquences humaines, mais aussi économiques. Et il faut savoir que 700 000 personnes meurent par an par la résistance aux antimicrobiens. Une étude de projection sur les années 2050 avait précisé que la résistance aux antimicrobiens serait la première cause de mortalité bien avant les cancers, avec 10 millions de décès qui seront surtout déployés en Afrique et en Asie. Donc si on ne fait rien, si on n'agit pas aujourd'hui, il n'y aura pas de traitement demain. Alors, en regardant un peu plus en profondeur, donc l'antibiorésistance et au-delà de la santé humaine, tout est intriqué dans notre environnement vivant et même le non-vivant. Donc, il y a une interchangeabilité entre tout ce qui est les flores bactériennes de l'homme, de l'animal, de l'environnement et de tout l'écosystème. Et ceci est dû donc à une pression de sélection due à l'utilisation des antibiotiques chez l'homme, mais aussi en agriculture, en milieu vétérinaire et le manque d'hygiène. Donc ça va entraîner et aggraver la situation. Donc il faut reconnaître qu'il est nécessaire de traiter ce problème de résistance aux antibiotiques au travers l'approche Une seule santé ou bien One Health, qui a été donc déclenchée ou déclarée par l'OMS depuis 2015. Et il faut souligner donc qu'il faut travailler dans l'interconnectivité des santé humaine, animale et de l'environnement avec une collaboration multisectorielle dans ce processus de One Health. Alors l'antibiorésistance qui va causer des difficultés thérapeutiques avec une augmentation de la morbidité et la mortalité. Donc elle a attiré l'attention de tout le monde et l'Organisation mondiale de santé avait publié en 2015 un plan mondial de lutte contre l'antibiorésistance. Elle a incité tous les pays membres d'en faire de la même manière, bien sûr, tout en regardant les spécificités de chaque pays. Vu que la Tunisie n'est pas épargnée par l'antibiorésistance, donc un plan national a été rédigé. C'est un plan de 5 ans, de 2019 à 2023, et il a 4 axes. L'éducation et la formation avec la sensibilisation, la surveillance de l'antibiorésistance et la promotion de la recherche, la prévention et le contrôle de l'infection, et la surveillance et l'optimisation de la consommation d'antibiotiques. Nous allons surtout parler de tout ce qui est surveillance de l'antibiorésistance parce que c'est un sujet qui est traité en Tunisie bien avant l'initiative de l'OMS. C'était depuis 1999 qu'un réseau national de surveillance de l'antibiorésistance, qui était fait en fait par des sujets bénévoles, a été mis en place. Et si on regarde sur cette plaque, c'est les données nationales. Donc on voit que, par exemple, ici, chez Klebsiella pneumoniae, la résistance au C3G elle est en augmentation. Actuellement, 50% des souches de Klebsiella pneumoniae sont résistantes aux céphalosporines de 3e génération. La résistance au carbapénème est apparue en 2009 en Tunisie et elle est en perpétuelle augmentation. La même chose pour Escherichia coli, donc 2 marqueurs de résistance sont suivis d'une année à une autre, notamment la résistance au C3G qui avoisine actuellement les 20%, et la résistance au fluoroquinolone. C'est des antibiotiques qui sont banalisés et qui sont utilisés facilement. Donc on est pratiquement un quart des souches qui sont résistantes au C3G. La même chose, donc un autre fléau qui touche notre pays, c'est la résistance aux glycopeptides, notamment c'est les entérocoques. Vous allez me dire que les entérocoques ne donnent pas fréquemment d'infection. Oui, c'est vrai, mais lorsqu'on a une infection à entérocoque, on a pratiquement, parfois, surtout si c'est un entérocoque faecium, on n'a parfois aucune thérapeutique. Par exemple, les aminopénicillines, qui sont le traitement de référence des infections à entérocoque, on est aux alentours de 90% de résistance, c'est les chiffres nationaux. Et actuellement, les glycopeptides, c'est plus qu'un quart des souches qui sont résistantes, et c'est vraiment alarmant. Alors, la Tunisie aussi s'est engagée dans un réseau international de la surveillance
de l'antibiorésistance, c'est le GLAS, et on rapporte depuis 2016 les chiffres de la Tunisie, et donc on trouvera ces chiffres dans les différentes publications internationales. Alors, tous ces chiffres parlent un tout petit peu de ce qui se passe en Tunisie. Il ne fait pas la part entre ce qui se passe chez l'enfant et chez l'adulte. Donc, vu qu'on n'a pas de chiffres nationaux pour tout ce qui est enfant, donc j'ai essayé de vous présenter, je vais essayer de vous présenter l'antibiorésistance dans notre hôpital, qui est un hôpital pédiatrique, et à mon avis, c'est un peu représentatif quand même de la population pédiatrique. Alors, avant tout, je vous présente sur cette diapo et la diapo suivante ce qu'on reçoit au niveau du laboratoire de microbiologie, quels sont les prélèvements et quelles sont les bactéries qui sont fréquemment isolées. En fait, durant l'année 2022, 8% des prélèvements étaient positifs et c'était surtout des ECBU, des examens bactériologiques des crachats, des prélèvements pulmonaires et des hémocultures. Pour les bactéries, on isole essentiellement des bactéries à gram négatif, c'est le 3/4 des cas. Il s'agit des Enterobacteriales en première position, plus que la moitié des bactéries isolées, suivi du Pseudomonas aeruginosa. Après, donc, on trouve Haemophilus influenzae, le Staph aureus avant et le pneumocoque. Donc, vous voyez que essentiellement des BGN, mais aussi on isole des grammes positifs. Pour les Enterobacteriales, c'est surtout Escherichia coli qui occupe la place la plus importante, 60% des Enterobacteriales, suivi de Klebsiella pneumoniae. Alors là, c'est un point très important pour que vous compreniez un élément du travail de laboratoire que sur la base de ce travail, vous allez prescrire votre antibiothérapie de deuxième intention, c'est-à-dire l'antibiothérapie après la réception de l'antibiogramme. Alors, vous connaissez tous qu'avant, vous recevez un antibiogramme avec une liste d'antibiotiques sensibles, intermédiaires et résistants. Depuis 2019, il y a eu beaucoup de changements sur l'interprétation de l'antibiogramme et notamment, il n'y a plus de catégorie intermédiaire. Cette catégorie intermédiaire a été remplacée par une autre catégorie qu'on appelle sensible à forte posologie et la catégorie sensible est devenue sensible à posologie standard. Donc, on n'a plus de souches intermédiaires dans notre rendu de résultats, normalement, mais malheureusement en Tunisie, on n'a pas encore actualisé pour des problèmes budgétaires, donc ça va venir, Inch'Allah, dans les années suivantes. Mais il faut savoir, on essaye de communiquer ça dans les différents congrès et dans les différentes rencontres avec toutes les spécialités, c'est que tout ce qui est sensible sur l'antibiogramme, c'est sensible à posologie standard. Tout ce qui est intermédiaire, ce n'est plus intermédiaire, c'est sensible à forte posologie. Et les recommandations, en fait, les comités qui travaillent sur les recommandations de lecture et interprétation de l'antibiogramme, en Europe et notamment en France, ont proposé donc des doses pour le traitement des infections en cas de sensibilité, donc c'est les posologies standards, mais surtout ils ont proposé les fortes posologies en cas de bactéries qui étaient catégorisées en sensibles à forte posologie ou forte exposition. En fait, cette forte exposition aux posologies, ça veut dire quoi? C'est soit on va augmenter les doses, c'est le cas ici, ou bien c'est l'antibiotique qui va se concentrer au niveau du site infectieux. Je prends l'exemple de l'infection urinaire et de l'amoxicilline acétylclavulonique, ou bien d'autres antibiotiques aussi, qui ont une élimination urinaire. Donc on n'a pas besoin d'augmenter les doses parce que l'antibiotique il va se concentrer et va être dans la situation forte exposition. Alors, on arrive aux chiffres de l'antibiorésistance chez l'enfant. Donc, j'ai sélectionné quelques bactéries qui sont les plus fréquemment isolées de notre hôpital et je suppose en général chez l'enfant. Et j'ai commencé par les Enterobacteriales. Donc, pour Escherichia coli et Klebsiella pneumoniae, vous regardez, donc là, c'est un histogramme comparatif entre les deux. Globalement, Klebsiella pneumoniae est beaucoup plus résistante aux antibiotiques que Escherichia coli, avec des chiffres de résistance au C3G qui sont surtout par production de bêta-lactamase à spectre étendu, qui sont alarmants, ils dépassent les 50%. Pour Escherichia coli, c'est aux alentours de 11%, c'est un peu moins fréquent, mais quand même, il faut faire attention parce que ça peut évoluer par la suite. La résistance au carbapénem, elle est de 4% chez Klebsiella pneumoniae. Vous allez me dire, ce n'est pas vraiment un chiffre alarmant. Si, parce que c'est
les antibiotiques de dernier recours, après les carbapénèmes, si une souche est résistante au carbapénème, soyez sûr qu'elle est résistante pratiquement à tout le reste des antibiotiques. Donc il faut faire attention, il faut tirer la sonnette d'alerte à chaque fois qu'on isole des bactéries résistantes au carbapénème. La même chose pour les fluoroquinolones, puisque c'est un marqueur de résistance très important. Lorsqu'on a une augmentation de la résistance aux fluoroquinolones, il y a plein d'autres familles d'antibiotiques qui sont concernées, les aminosides, les bêta-lactamines, et j'en passe. Alors, pour l'évolution de la résistance au C3G, donc vous voyez cette évolution entre 2010 et 2022, donc il y a une légère diminution pour les chiffres, mais il faut faire attention parce qu'à chaque fois qu'il y a des relâchements, hop, des pics de résistance apparaissent, comme en 2013 par exemple, le pic de 70% chez Klebsiella, en 2007, mais aussi en 2020, donc 57% de résistance chez Klebsiella. Pour les carbapénèmes, donc le problème n'est pas très important pour Escherichia coli, comme je viens de dire, mais quand même il faut toujours faire attention. Mais pour Klebsiella, il y a de temps à autre des épidémies très importantes avec des chiffres de 9 et 7% en 2013 et en 2018 respectivement. En 2022, il y a une reprise de la résistance après une baisse clair en 2020, peut-être c'était suite à l'épidémie Covid, et donc les gens consultaient moins, donc il y a moins de cures d'antibiotiques qui ont été prescrites. En 2022, on se retrouve donc avec des chiffres qui repartent, on est à 5,5%. Alors, d'autres bacillogrammes négatifs aussi qui sont problématiques parce que elles donnent surtout des infections associées aux soins ou des infections nosocomiales, mais c'est des bactéries qui sont naturellement très résistantes aux antibiotiques, beaucoup plus résistantes que les entérobactéries. En plus, elles acquièrent facilement des résistances à plusieurs familles d'antibiotiques auxquelles elles sont naturellement sensibles, chez le cas de Pseudomonas aeruginosa et d'Acinetobacter baumannii. Et vous voyez que globalement, l'Acinetobacter, il est très résistant, et je pense que vous connaissez tous que lorsque vous avez une souche d'Acinetobacter et que l'antibiogramme arrive, en général, vous n'avez pas beaucoup de choix pour le traitement et pour ajuster votre antibiothérapie. Tout est résistant, il y a une ou deux molécules qui restent sensibles. En général, c'est la colistine, si on la teste bien sûr, parce qu'on ne la teste pas de routine, vu le budget nécessaire pour ce test. Alors, pour Pseudomonas aeruginosa, si on regarde la résistance à deux marqueurs qui sont des indicateurs de bactéries multirésistantes, la ceftazidime et l'imipenem, certes, les chiffres ne sont pas très élevés, mais si on regarde leur évolution, elle est inquiétante, aussi bien pour l'imipenem, donc il est en augmentation exponentielle, si je peux le dire, mais aussi la ceftazidime, donc il n'y a pas une diminution de la résistance. Si on regarde la droite linéaire, donc c'est en augmentation pour ces deux molécules, donc il faut faire attention. Nos Pseudomonas aeruginosa ne sont pas très résistants, mais ils sont en train de devenir de plus en plus résistants aux bêta-lactamines les plus utilisées. Alors, le problème de Staphylococcus aureus est moins important en matière d'antibiorésistance, puisque les chiffres en Tunisie sont au-dessous de ce qui se passe dans le monde, et heureusement, et la résistance à la méticilline est en train de diminuer. Bon, on ne sait pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a de moins en moins d'utilisation de la méticilline, notamment en pratique de ville. Il n'y a plus d'oxacilline par voie orale, peut-être c'est ça l'explication, on ne sait pas. Mais actuellement, on est aux alentours de 11% de souches méticillino-résistantes. Alors, le pneumocoque, c'est une bactérie que vous connaissez tous, je pense, et c'est une bactérie qui a coulé beaucoup d'encre, et elle provoque des maladies graves, les méningites, les bactériémies, les otites moyennes aiguës qui peuvent se compliquer de méningite, les pneumonies, les bronchopneumonies, et j'en passe, et qui sont aussi difficiles à traiter, vu la résistance de la bactérie aux antibiotiques d'une part, mais surtout les complications que peut entraîner cette bactérie avec les cloisonnements et les difficultés d'accès de l'antibiothérapie dans ces sites de cloisonnement. Donc la résistance du pneumocoque aux antibiotiques pour les bêta-lactamines, on a surtout des sensibilités à forte posologie. Les vraies résistances sont de 3,6% pour la pénicilline G et de 20% quand même, c'est pas peu, pour l'amoxicilline lorsqu'on interprète selon la pneumonie, parce que l'interprétation des données de l'antibiogramme pour le pneumocoque, elle dépend du site infectieux.
pour tout ce qui est méningite, on n'a pas de sensible à forte posologie parce qu'on n'a pas droit à l'erreur et parce qu'on doit avoir une bonne concentration de l'antibiotique dans l'espace sous-arachnoïdien. Donc on a surtout des résistances. Et pour l'amoxicilline, on est à 27% de résistance parce que les normes ne sont pas les mêmes. Et pour la pénigée, il n'y a pas de sensible à forte posologie, il n'y a que les résistants à 54%. Alors, une deuxième bactérie qui donne aussi des méningites et qui donne des pneumonies, des bronchopneumonies, et j'en passe, c'est l'hémophilus influenzae. Malgré, j'ouvre une parenthèse, malgré la généralisation de la vaccination anti-hémophilus influenzae B en 2011, on commence à revoir des cas de méningite à hémophilus ces dernières années. C'est surtout des hémophilus l'antipap. On commence à revoir aussi des pneumonies à hémophilus et d'autres infections graves, dont les bactériémies à hémophilus. Donc il ne faut pas oublier cette bactérie, d'autant plus qu'elle est très résistante aux antibiotiques. Donc 40% de résistance à l'ampicilline, 20% de résistance à l'association amoxicillin clavulanique. Et depuis 2017, on commence à voir des souches résistantes aux céphalosporines de troisième génération. C'est très grave. Dans des publications internationales, donc, il a été prouvé que des souches d'hémophilus produisent des bêta-lactamases à spectre étendu, comme le cas des entérobactéries. Et donc, vous imaginez, si on s'amuse à prescrire les C3G sans aucun contrôle, donc on va contribuer à la diffusion de ces bactéries multirésistantes. Alors, pour l'infection urinaire, c'est surtout Escherichia coli, donc 82,7% qui est responsable. Et on voit que la résistance à l'amoxiclave, elle est de 30%, et celle du céfotaxime, elle est à 11,5%, avec une augmentation exponentielle de la résistance de l'amoxicilline acide-clavulanique, une légère diminution de la résistance au C3G. Pour le Bactrim, donc on a eu une diminution de la résistance vers les années 2020 dans notre hôpital, mais maintenant, ça reprend, donc il faut faire attention. C'est un antibiotique qu'on a la facilité de le prescrire, d'autant plus que la majorité de ces infections sont communautaires. Alors, je vais terminer les chiffres, ce catalogue de chiffres, je m'excuse, plein de chiffres, par les BMR qui sont isolés d'hémoculture. Donc, les BMR que vous allez voir sur cette plaque, c'est les entérobactéries résistantes au BLSE et ou au carbapénem, le pseudomonas résistant à l'imipenem et ou à la ceftazidime, l'acinetobactère résistant à l'imipenem, entérobactère vanco-R et Staph aureus meti-R. Donc, pour les entérobactériales, donc, le 1/4, c'est des BMR. Pour les acinetobactères, 34%, c'est des BMR. Pour Pseudomonas aeruginosa, c'est 16%. Pour l'entérocoque, c'est 32%. Mais là, c'est toute espèce confondue. Si on pointe l'entérocoque faecium du doigt, on voit que 63% des souches sont résistantes à la vancomycine, tout en sachant que l'entérocoque faecium représente la moitié des entérocoques isolés. Et enfin, le Staph aureus, donc c'est 15%. Mais malheureusement, on ne peut pas faire la part entre les BMR nosocomiales ou communautaires. On espère, avec la généralisation du DMI et l'informatisation des différents hôpitaux, qu'on va pouvoir avoir des données nosocomiales et communautaires dans les années qui suivent. Alors, tous ces chiffres doivent être présentés dans un relevé que tous les laboratoires de microbiologie doivent faire d'une manière annuelle. C'est le relevé de sensibilité aux antibiotiques, parce que le clinicien doit avoir dans sa poche ce relevé, et ça va l'aider énormément pour suivre ou pour prescrire l'antibiothérapie de première intention. Alors, vous avez bien compris que les antibiotiques et le manque d'hygiène ont un lien la consommation d'antibiotiques a un lien direct avec l'augmentation de l'antibiorésistance. Et en matière de consommation d'antibiotiques, la Tunisie est championne. Dans cette étude qui a été publiée en 2018 et qui a étudié la consommation d'antibiotiques dans plusieurs pays du monde, dont la Tunisie, entre 2000 et 2015, la Tunisie était le deuxième plus grand consommateur d'antibiotiques après la Turquie. Et là, une sonnette d'alerte a été lancée au ministère de la Santé, et vous regardez cette évolution de la consommation d'antibiotiques en Tunisie. Vous voyez sur cette deuxième plaque que la Tunisie vient soit en première, soit en deuxième position selon les années
en matière de consommation d'antibiotiques, après des pays développés qui ont beaucoup plus de moyens que nous, mais quand même, on consomme plus que les antibiotiques. Alors, le premier, bien sûr, chef de file, c'est l'amoxicilline acide clavulanique, dont la consommation a atteint le maximum en 2018. Maintenant, on a une légère diminution de l'utilisation de l'amox acide clave, peut-être grâce au plan d'action national qui a été mis en place, mais d'une manière vraiment très faible. Donc, on n'est pas vraiment au top maintenant. On n'a pas encore sensibilisé tout le monde. Alors, cette étude de prévalence ponctuelle sur la consommation d'antibiotiques et sur les infections associées aux soins a été menée en 2019 dans plusieurs hôpitaux en Tunisie, dans l'hôpital d'enfants et dans d'autres hôpitaux qui ont des services de pédiatrie. Et on voit qu'en matière de consommation d'antibiotiques, les champions étaient les unités de soins intensifs, mais tout de suite après, donc, on trouve les unités de pédiatrie et les services de pédiatrie avec 44% de patients qui étaient sous antibiotiques le jour de cette enquête. Donc vous voyez, la moitié d'enfants inclus dans cette étude étaient sous antibiotiques le jour de l'enquête. Alors dans cette enquête aussi, on avait confirmé que l'amox acide clave était la première molécule prescrite. Donc c'était plus que 25%. Et les enquêteurs avaient demandé si les protocoles d'antibiothérapie étaient conformes aux protocoles nationaux. Et bien la réponse était il n'y avait pas de protocole pour plusieurs pathologies infectieuses. Donc là, c'est un grand travail à faire par les sociétés savantes. Alors, pour conclure, donc, l'utilisation inadéquate des antibiotiques a un impact néfaste, certes, sur le patient qui reçoit cette antibiothérapie, mais aussi sur son entourage, parce que ça va entraîner une émergence et diffusion de bactéries résistantes. Alors, il faut améliorer la prescription conformément aux recommandations nationales, mais il faut avoir ces recommandations. Et là, comme je viens de vous dire, donc il y a beaucoup de travail à faire dans les sociétés savantes pour avoir des protocoles nationaux pour lesquels tout le monde adhère. Donc, pour cela, donc, il faut épargner les antibiotiques critiques et générateurs de résistance, favoriser les antibiotiques à spectre étroit et optimiser et réévaluer l'antibiothérapie après 48 à 72 heures. Il ne faut pas avoir peur de la désescalade. Si on reçoit un antibiogramme avec une bactérie qui est sensible à un antibiotique à spectre étroit, il ne faut pas avoir peur de changer votre antibiothérapie vers un spectre moins important. Alors, comment réguler la consommation des antibiotiques? À l'échelle de la communauté, il faut essayer d'éviter l'automédication en appliquant, bien sûr, tout ce qui est réglementation en place et aussi en sensibilisant les gens. Il faut surveiller tout ce qui est antibiorésistance et consommation d'antibiotiques et agir à chaque fois qu'il y a des défaillances. Il faut essayer d'agir pour avoir les moyens de diagnostic rapide, comme les tests de diagnostic rapide au cabinet du médecin, utiliser les approches syndromiques chez les patients graves, les patients en réa, pour pouvoir faire la part entre une infection bactérienne et virale et essayer donc d'éviter une antibiothérapie inutile. Alors, aussi, il faut promouvoir la prévention des infections par la bonne observance des règles d'hygiène, notamment l'hygiène des mains, par la vaccination. Et ici, Tahar, il est parmi nous. Donc, le comité de vaccination a beaucoup de travail à faire pour essayer de généraliser encore certains vaccins qui ne font pas partie du calendrier national tunisien. Et tout ceci dans un cadre réglementaire et une politique générale de prévention de la résistance aux antimicrobiens. Et je vous remercie. En secteur privé, nous sommes quotidiennement confrontés à des situations là où on ne trouve pas quel antibiotique mettre, oui, surtout pour les infections liées aux soins. Et le problème, comme vous avez bien insisté, l'automédication d'une part, d'autre part, la livraison sans ordonnance dans les pharmacies par les préparateurs des céphalosporines de 3e génération
pour des infections souvent d'origine virale. Donc, et on est classé 2e à l'échelle mondiale. Effectivement. Donc, malheureusement, on n'est pas 2e pour quelque chose qui est bonne. Je ne sais pas, avec tout le retard qu'on a eu, s'il y a des questions dans la salle. On va prendre 2 ou 3 questions maximum pour pouvoir rattraper le retard. Dr Chouchen? Merci pour cette excellente présentation. Lorsqu'on reçoit un antibiogramme avec la mention sensible à forte dose, la majorité des pédiatres augmentent la posologie. Alors, vous avez donné l'exemple de l'infection urinaire, par exemple, avec les aminosides qui ont une forte concentration. Donc, on n'a pas besoin d'augmenter. Est-ce qu'il y a dans la littérature, même en fonction des familles, par exemple les céphalosporines, les aminosides, avec la concentration dans les différents tissus? Par exemple, en cas de pneumonie, est-ce qu'il faut augmenter ou non? En cas de pleurésie? Oui, si on regarde les études en PKPD, on va trouver un détail de tous les antibiotiques qui se concentrent. Par exemple, les antibiotiques à élimination urinaire, on peut les connaître facilement, donc en regardant la littérature. Ceux qui sont à élimination hépato-biliaire, ainsi de suite. Bon, les antibiotiques qui se concentrent dans les poumons, c'est rare. Là, c'est un site d'accès un peu difficile pour un grand nombre d'antibiotiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une question. Dans le même ordre d'idées, pour la sensibilité à forte posologie, est-ce qu'on doit respecter la dose maximale pour être efficace dans ce genre de situation, ou bien on a le droit de dépasser la dose thérapeutique? C'est ça la question. La dose maximale, elle est toujours thérapeutique. On ne doit pas arriver à la dose toxique. Ça, c'est vrai. Souvent, on a une fourchette. Oui. Entre 100 et 200 mg kilo, par exemple. Est-ce qu'on va plafonner? Pas toujours. Pas toujours. On a le droit de ne pas plafonner. Par exemple, si on sait très très bien que l'antibiotique il se concentre dans un site bien déterminé, donc on peut ne pas plafonner, mais une fois on arrive au plafond, on n'a plus le droit d'augmenter les doses parce que là, on se heurte vers tout ce qui est toxicité. D'accord, merci. Pas d'autres questions? Donc, merci beaucoup pour cette excellente communication. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des travaux de recherche en ce qui concerne nos ennemis, finalement, ces microbes? Est-ce qu'il y a des travaux de recherche pour modifier leur sensibilité? Alors, vous avez une bactérie et vous essayez d'agir pour modifier. Il y a tout ce qui est les bactériophages. Il y a des virus qui peuvent infecter les bactéries. Et actuellement, la thérapeutique, devant le faible nombre d'antibiotiques qui sont en étude, et les nouveaux antibiotiques, vraiment, il y a très très peu de nouveaux antibiotiques. Donc il y a un autre volet qui est tout ce qui est bactériophage. Donc les études, il y a plusieurs études en cours, mais il n'y a pas encore à ma connaissance, il n'y a pas encore des molécules qui sont commercialisées, mais c'est en cours d'étude. C'est d'infecter les bactéries par des virus.